Hi everyone, good afternoon. So before we start, please be informed that the speeches will be made in English or in French. So if you need translation, please use the headphones that are available on each seat. I will now give the floor to our Master of Ceremonies, Omar Lebrun. Thank you. Excellencies, distinguished delegates, and dear friends, I am Omar Lebrun, your Master of Ceremony. I would like to welcome you all in this assembly. I would like to also give a very special recognition to the children and young people in the audience today. And I would like to invite them and the rest of the audience to join our Twitter conversation today using the hashtags #EndPoverty and #StopPoverty, as well as a special thanks to Playing for Change for the extraordinary collaborative video defying distances and creeds in the spirit of unity. Thank you. One more note before we begin. This is a two-part celebration commemorating our solemn commitment to end poverty. After having listened to the delegates and activists here in this room, a moment of reflection will take place in the United Nations Garden. At 2:15 p.m., I will kindly ask you to move quickly to the garden, where the stone representing the call to action stands. At the stone, we will walk in the footsteps of a whole generation of human rights defenders who gathered around the stone in Paris exactly 30 years ago, as we will gather around it today. Standing together on October 17, 1987, 100,000 people congregated to pledge their commitment to achieve human rights in partnership with those living in extreme poverty. Father Joseph Rosinski launched his call to action 30 years ago. His vision is still alive and resonates today in the United Nations as a collective goal and moral duty. That message stands as a landmark here in the United Nations Garden, where a replica of the commemorative stone was unveiled in 1996. Inspired by the first call to action, the United Nations adopted October 17th as the International Day for the Eradication of Poverty in 1992. Today, 25 years have passed since this recognition of this day. October 17th, 2017 is a special day, my good friends. This year's theme is answering the call of October 17th to end poverty, a path towards peaceful and inclusive societies. It echoes strongly with the sustainable goals here at the United Nations. Please give your attention to the screen as we will enter in our spirit of togetherness with the engaging video of ATD Fourth World Global Campaign, Stop Poverty. So as we continue with the technical difficulty that we're having,
Sueño con un mundo liberado de la pobreza. Naniniwala ako sa mundo na walang kahirapan. Je rêve d'un monde sans pauvreté. Ik geloof in een wereld zonder armoede. Wierzę w świat bez ubóstwa. En 2017, nous menons une campagne mondiale de mobilisation intitulée Stop Pauvreté. Stop poverty. Ook zijn Francia. Stop armoede. Amanya Huachakai Kachunchu. Este año marcará el centenario del nacimiento de Joseph Brzezinski, fundador de ATD Cuarto Mundo, un hombre que nació en un campo de detención de refugiados. Je ne me proposais pas du tout une action de charité, une action, je dirais, de distribution de biens, étant donné que c'était ce dont j'avais le plus souffert de mon enfance. 2017 will also mark the 60th anniversary of the founding of ATD Fourth World, the organization founded by Joseph Brzezinski and a group of families living in a shanty town outside Paris in the 1950s. ATD Fourth World is like one big family. They like PME. ATD, c'est une deuxième famille. Sans ATD, je serais pas là. Le 17 octobre 2017 sera la 30e journée mondiale du refus de la misère. Une journée où chaque année, les hommes et les femmes qui luttent contre la pauvreté dans le monde entier se rassemblent et partagent leurs expériences. On avance petit à petit parce que depuis 60 ans, il y a quand même des choses qui se sont faites. Mais voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Très souvent, nous voyons des projets naître dans nos communautés sans que l'on ne nous dise un mot. 캠페인 웹사이트에 가시면 어떻게 참여할 수 있는지 더 자세히 나와 있습니다. Sugpuin ang kahirapan. Pobreza nunca más. Stop à la pauvreté! Stop à la pauvreté! Très bien, alors vous m'arrêtez pas après, hein. Thank you so much for this video. It illustrates how coming together to stop poverty has no frontiers and no boundaries. And now to continue, I have the esteemed honor to invite you to listen to a message of the United Nations Secretary General, His Excellency, Mr. Antonio Guterres, via video presentation. Hello, everyone. Today, we stand in solidarity with 800 million people around the world who live in extreme poverty. Many more are threatened by alarming high rates of unemployment, insecurity, inequality, conflict, and the effects of climate change. But we have made remarkable progress on eradicating poverty since 1990. And all countries have recommitted to fighting poverty and exclusion everywhere. The 2030 Agenda for Sustainable Development is our plan to take a different course. And this globally agreed agenda pledges to secure a healthy planet and build peaceful, inclusive societies to ensure lives of dignity for all. Its pledge to leave no one behind will require innovative approaches, partnerships, and solutions. And that means addressing the root causes of poverty in order to eradicate it entirely. It means listening to the views and guidance of people living in poverty and acting together with them. Let us join hands to stop poverty, all together in dignity. Thank you. Thank you so much, Mr. Antonio Guterres, for your message of hope, strength, and togetherness. We truly appreciate your commitment to join us to honor the lives and efforts of those living in extreme poverty. We hope that the messages that will be heard today will continually inspire your daily work. Thank you. I am pleased to welcome Mr. Achim Steiner, United Nations Development Program Administrator.
encore. Omar, thank you very much. Excellencies, ladies and gentlemen, dear visitors to the United Nations who perhaps for the first time are here today, I want to extend a very warm welcome on behalf of our colleagues in the United Nations Secretariat, our specialized agencies and programs and funds, all of whom, as you know, have at the heart of their mission, in one form or another, the eradication of poverty. So for us to be here together with you today to celebrate this 17th of October, a day when 30 years ago, courageous people got up and said that the conversation about poverty, but let's also say about wealth, about inequality, about fundamental rights, is a conversation that should not only be transacted by those who happen to have access to a hall such as this one. And I think the symbolism of having many of you here in the United Nations headquarters today to commemorate this 25th anniversary of the International Day for the Eradication of Poverty, and to have you here as an expression of solidarity, first of all, with those who cannot be here today, who may never set foot into this particular building, but through you actually have their voice being brought here today. You know, and you have probably, because you are here, had contact with some of us who work in the United Nations family, whether it's the Office of the High Commissioner for Human Rights, whether it is the post that I hold, the Administrator of the United Nations Development Programme, the head of UNICEF, the Director General of the World Health Organization, just to mention a few of our sister agencies who are bound by decisions of your governments who come together in the United Nations to make poverty eradication the central goal of the development work of the United Nations. Nevertheless, we know that in many respects that goal of eradicating poverty is still an elusive one. But I'm sometimes troubled also because when we speak to people across the world and talk about poverty, we forget how many hundreds of millions of people have actually been able to escape poverty, and that development works, that activism works, that your voice, when you raise it in your community, in your political system, with governments, with local governments, but also with citizens in society, can make a difference. And so the distance where sometimes a single voice, like that of Father Wyszynski, began a long, long time ago, it can actually light up a whole movement. I often quote a person that I got to know when she was already a very famous person, a woman called Wangari Maathai, a Kenyan woman who got the Nobel Peace Prize, but actually started off as a girl in a village in Kenya and decided at her young age to go out and essentially mobilize women to plant trees to create both opportunity and harmony in her community and address environmental change. 35 years later, she was awarded the Nobel Peace Prize. So as we celebrate this day here today, it is not to sit back and relax, but it is also to recognize that there are millions of people who have made a difference. And that in being here today and in many other places across the world, by celebrating this day, what we're really saying is the work is not done, but you have friends, you have allies, and the United Nations family is certainly amongst them. Once again, welcome and thank you for all your effort that you have made to be here, to make this day so special, and hopefully to reach ever more people that can join in a chorus that say poverty is not something that we cannot change. Indeed, we are changing it. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Steiner, for presenting such a profound message filled with support and awareness regarding those who live in extreme poverty. The collective spirit of humanity is at stake. Safeguarding human rights is not only our mandated obligation, but it is also our collective responsibility. Mr. Steiner, thank you. Now we will listen to a message from Mr. Seamus Neville.
Even in the harshest of struggles, Mr. Neville has persevered as an activist and human rights defender for himself, his family, and his community. Mr. Seamus Neville. Céimhína Fáilte to all the world. This is an Irish Celtic for human 100,000 welcomes. My name is Seamus Neville. I am from Ireland, and this is my first time here in New York. I'm a long-time activist with ATD Fourth World Movement, and as an activist, I fight for human rights. We, the poor people in the world, have only one voice. We all have the same goal, and that goal is to stop poverty once and for all throughout the world. I would like to see a brighter future for families who are struggling in poverty, to finally see families being able to bring up their own children because they are respected. Families around the world are abused by the system because they are poor. I helped my wife to deliver one of my children. This is amazing. For a father to help in his son's birth, and I feel very proud. But unfortunately, my son was taken into care, and then my eldest daughter was put up for adoption. I felt guilty for what happened. I just broke down outside the court. I felt guilty for being a parent. I know I did everything right, but nothing you do is right in their eyes, and it makes you feel less than human. To wake up every single day without your children makes you feel there's a gap in your life. When children are taken into care, parents grieve for their lives. Even the children are alive. I felt like a failure when my children were taken into care. A failure as a father. Also, my daughter was put up for adoption. I was allowed to send her cards only twice a year, but she told me that she never got them. Everywhere in the world, extreme poverty separates children from their families. As families who have been abused by the system, we need to stand up and join our voices and say, enough is enough. Coming together gives us the strength to fight for our rights. We may be poor, but we are rich in knowledge. All we ask is to be respected, to be treated the same way as others people. We do need to treat one another with respect and dignity. Today, in many European, Asian, African, and Latin America countries, in Great Britain, and here in the United States, we, the poor people, living in poverty, conduct training programs to teach social workers, teachers, and citizens about what we know, what families like ours experience. For me, it means that I put on a front to hide my suffering.
I hide my pain when I work with those professionals, and I get my strength from other families struggling as I am. Our goal is to make professionals practice and behavior change, and to ensure that our own knowledge is taken into account. Fighting for human rights, dignity and justice is a long battle, but we will overcome for the sake of our children. The time has come for us all to say to our governments, not to take away our parenting rights away from us. Thank you. Thank you, Seamus, for your message and for your commitment to participate where voices like yours need to be heard to build peace and foster our common humanity. Thank you. At this moment, we will listen to a musical interlude as we have the pleasure of having classical guitarist and composer, Mr. Ty Austin, with us. I invite you all to listen to his beautiful music and reflect on the messages already filling our room today. Thank you, Mr. Austin.
We will now listen to a statement by Mr. Alex Begay, an activist leading the example of parenting and unwavering desire to achieve stability and success for his family while encouraging other families never to give up. Yate she Alex Begay in the share. The net and shle. She done a tenjikine twidik onje bushes chin. Kia ani a dashanale. Hello, my name is Alex Begay. I'm a proud citizen of the Navajo Nation. I am from Gallup, New Mexico. My mother's clan is Honeycomb Rock. My father's clan is Bitterwater. My paternal grandfather's clan is Towering House. I grew up in poverty all my life. My mother passed on when I was very young, and I have no memory of her. My siblings and I were placed in foster care. My father remarried and got us back when I was 10 years old. But soon after, he was incarcerated, and we were placed in the care of my stepmother. I love her like my own birth mother. She had to work 2 jobs to support us, and it was difficult for her to have us all together at once. So she placed half of us in boarding school. I was 13 and stayed there until I was 17 years old. In high school, I would be bothered by other people getting picked on or harassed, so I would stick up for them. I would make my way to become someone's friend because they might need help. Sometimes I would go to a friend's house and ask if they want to hang out. I would be invited in to warm up. Just out of love and consideration, I would be asked if I were hungry or thirsty. And they would show me hospitality. In my culture, that is a way of respect. Even being called Shiyeje, my little one, has a lot of meaning. I like that feeling of being accepted. Now I return that kindness to others, even a stranger who might have gotten kicked out or lost their family. It saddens me when people get ignored. Most people would say, get a job, when there's not really much jobs available, or your background is not suitable for a job. I know how it is. That's why Lucretia and I would pass out sandwiches in the alleys if people were hungry. The little that we had, we offered to share. I understand how it feels to have nothing. That's just my way of giving back to my community. Lucretia is my companion, and we have 2 children. Life is still very hard. Even working minimum wage isn't enough to save up to rent an apartment. We lived in motels, we stayed with relatives and friends, but it was overcrowded. You have to be married to be together in one room in a shelter. We did not want to be separated. It should just be about families that want to stay together. We were trying to seek help. There were a lot of barriers that made it complicated. We needed hospital records, background checks, immunizations. There was always a waiting list. We would get approved but wait a couple weeks or months to get help when we desperately needed the help right then and there. Then we moved to Lucretia's grandparents' house far from town. It's a 1-bedroom house with no electricity or running water. The flooring was incomplete, but still it was something grand to us. We finally had a place to call home. It was good for a couple of months, but we didn't feel safe there. I tried to give that sense of peace and security to my children, even though the environment we lived in wasn't safe. My family met ATD Fourth World at the Story Garden, a weekly program for children and families to share learning experiences like reading and doing activities. We came with a story of our own. I noticed that my life is somewhat like a garden itself. As parents, Lucretia and I were the soil of the garden. We had to break the ground and get the rocks out of the soil in our lives before we could plant our seed, which are
my children. I really want my kids to learn and grow even though we are going through hardships and hard times. It takes a lot of patience, nurturing, and responsibility to care for a garden. We had to maintain the sunlight and water in order for our garden to grow. We must remove the weeds to make us stronger so our garden will bloom and blossom. We are all people, no matter our ethnicity. Everyone struggles, whether you live in a reservation or in the big city. I want to encourage other families to stay strong. We are struggling to live up to our hopes, hoping for peace. Thank you. Ahiaha. Alex, thank you so much for sharing your hopes, courage, and ambition. Family is the core of our lives, and through your unbelievable strength, you inspire us all. We will now listen to the message from Ms. Angelique Jean. Angelique is a human rights activist. I am inviting you to witness her courage to stand against humiliation in the face of the injustice of poverty. Ms. Angelique. Bonjour, je m'appelle Angélique. Je viens de France. J'ai 5 enfants. À un moment de ma vie, à cause de la misère, de mon isolement, m'a retiré mes enfants, me jugeant indigne de les élever. Personne ne s'est mis avec moi en position de compréhension et de soutien. On m'a jugé, humilié et condamné à devoir vivre sans mes enfants. Nous n'avons pas les mêmes chances dès le départ. Dès l'enfance, nos enfants sont conscients de la dureté de nos vies. Et pour nous aider, ils prennent des responsabilités qui ne sont pas celles d'enfants. Ils veulent nous protéger alors que ce n'est pas leur rôle. À la maison, quand je me retrouvais vide d'énergie, parfois j'avais du mal à assumer le quotidien. Parfois aussi, les enfants devaient partir le ventre vide pour l'école, car à la maison, on manquait de tout. Mais jamais mes enfants n'ont parlé de cela, par peur des jugements à notre égard. Nous avons fait la même chose envers nos parents. Je me souviens, enfant, arrivant à l'école le matin, l'institutrice obligeait ma sœur à se laver. Elle disait qu'elle sentait mauvais. Elle faisait tout cela devant tout le monde. L'institutrice me tirait les cheveux, m'humiliait, en me disant que ma famille, que mon nom de famille n'était pas respectable. Nous n'avons jamais rien dit à nos parents, ne voulant pas rajouter à leur peine. Chez nous, les enfants mûrissent trop vite à cause de la misère, et à jamais leur vie s'en trouve marquée. C'est profondément injuste. Il n'y a pas de place nulle part pour que nos enfants puissent parler de leur vie sans craindre la condamnation de leur famille. Le manque d'argent, le logement indigne, notre désespoir d'être sans travail, le fait que trop souvent on est sorti de l'école sans même savoir lire et écrire, sans formation professionnelle, le fait que beaucoup d'entre nous ont été arrachés à leur famille, c'est cela la violence de la misère. Pour survivre, nous sommes obligés de demander de l'aide et nous dépendons d'organisations charitables pour nous nourrir, nous loger, avoir le nécessaire pour nos enfants, et ce n'est pas ce que nous voulons. Quand nous n'avons pas ou peu d'argent, de moyens, nous sommes discriminés, humiliés, on nous ignore ou encore on nous infantilise, on nous rend dépendants. Quand on vit dans la misère, on a tendance à nous faire la morale, à vouloir nous éduquer, à nous dire ce qu'il faut faire ou pas. Nous finissons par avoir honte de nous. Nous subissons ces humiliations en serrant les dents face à ceux qui sont censés nous aider. On nous considère sans intelligence, sans valeur,
pas capables d'éduquer nos enfants. On n'attend rien de nous. Alors, des décisions nous concernant sont prises sans concertation avec nous, sans tenir compte de notre expérience, de nos forces, de notre volonté, de notre capacité à vouloir bâtir un monde plus juste. Acceptez de nous connaître, de nous reconnaître. Ne sommes-nous pas comme vous des êtres humains? Cela suffit. Nous ne sommes pas coupables. Nous sommes des résistants. Nous sommes des bâtisseurs de paix. L'expérience de nos vies nous a armés pour cela. Nous sommes debout. Ce que je veux pour moi, je le veux pour tous à travers le monde. À notre tour, nous nous engageons à ne mépriser personne, à ne laisser personne en arrière, à ne laisser personne seul dans sa misère. Nous n'aurons de repos que lorsque la misère sera éradiquée. Alors, la paix pourra se vivre partout et pour tous. Avec vous, c'est à cela que nous voulons contribuer. Merci. Thank you, Angelique, for sharing your insightful message. Even in the deepest distress, people like you strive to protect their dignity and to connect with others. Thank you. Let us now listen to another wonderful musical interlude by Mr. Ty Austin while reflecting on the idea of respect and dignity to one another. Thank you, Ty, for sharing so generously your time and your talents. Thank you very much. We will now listen to a joint message by Mr. Adrian Delva from Haiti and Mr. Mamadou Kone from Mali.
Je m'appelle Louis-Adrien Delva et je viens d'Haïti. J'ai découvert la grande pauvreté quand j'étais à l'école secondaire. Vous le savez, en Haïti, la société est très stratifiée. Les gens d'horizons différents ne se rencontrent pas. Je participais à un groupe de catéchèses à mon collège. Ensemble, souvent le vendredi après-midi, on visitait les gens qui vivaient dans des situations très difficiles. J'avais vu la pauvreté dans la rue, mais là, je découvrais la grande pauvreté. Dans des quartiers où jamais je ne serais allé, sans une volonté de rencontrer ces personnes. Aujourd'hui, je vois encore qu'il y a les extrêmement pauvres et ceux qui sont pauvres. Quand ici, dans l'enceinte des Nations Unies, on parle de l'élimination de la pauvreté, là-bas, ce que les gens entendent, c'est que leur recherche de paix sera soutenue. En fondant le mouvement ATD Carmone, Józef Wrosinski a voulu ouvrir le chemin d'une recherche de l'homme isolé par la misère. Il a invité chacun à le suivre. J'ai répondu à cet appel d'abord en tant qu'enfant. Je me rappelle courir rejoindre les livres que ce mouvement apportait dans mon quartier. Au Mali, devenu étudiant, j'ai voulu offrir aux enfants cette même chance de satisfaire leur soif d'apprendre. Plus tard, mes études finies, j'ai fait le choix de m'engager durablement sur le chemin de Józef Wrosinski. Et depuis, je vais comme d'autres et avec d'autres à la recherche de la personne la plus fatiguée pour qu'elle trouve sa place dans la société. Je vis cet engagement de par le monde comme un chemin qui m'amène les intelligences et le courage de ces familles trop laissées pour compte. Partout dans le monde, la misère sépare les enfants et leurs familles. Au Burkina Faso, j'ai rencontré Draman, un enfant qui vivait dans la rue. Après 2 ans de compagnonnage, il a cherché à renouer avec sa famille. Son papa vivait isolé. Il avait été mis au banc de sa communauté après le départ inexpliqué de son fils. Au fur et à mesure des visites de Draman à son père, un chemin s'est dessiné dans la brousse. Et bientôt, d'autres membres de la communauté l'empruntaient à leur tour. Le chemin de Draman était devenu un chemin pour tous. Son papa lui-même pouvait l'emprunter pour se rendre dans son village. C'était un chemin de lien, de réciprocité et de solidarité. Un chemin d'appartenance à une communauté. C'était l'un de ces chemins dont Józef Wrosinski avait fait la promesse qu'il nous amènerait ici à l'ONU et pour que les Nations Unies puissent aussi l'emprunter. Haïti, c'est chez moi. Je n'ai pas à faire d'efforts. J'ai choisi d'être de ceux qui restent. Je ne suis pas seul, il y en a d'autres. Certains restent parce qu'ils sont privilégiés, ils profitent. Moi, je reste parce que c'est l'endroit où je me sens le mieux. Je crois qu'en tant que citoyen, je peux faire quelque chose pour que dans une histoire extrêmement difficile, on essaie d'avancer un peu mieux, d'abord les uns vers les autres, puis ensemble. Je crois qu'en tant que citoyen, je peux apporter ma contribution aux efforts de ces familles en grande difficulté pour retrouver leur dignité. J'ai une histoire avec ces familles du Quart-Monde. Cela a commencé en 1991. Je croyais pouvoir tout imaginer. Mais lors de nos premières rencontres, leur situation me dépassait. Ce que je voyais, ce que j'entendais, je ne pouvais l'imaginer. C'est à cause de cela que je me suis engagé. Pour avancer, je prends comme point de repère ces familles du Quart-Monde. Quand je suis avec ces familles et que l'échange est convivial, pour moi, comme pour ces gens, c'est une façon d'avancer. Un premier pas dans la bonne direction. Et quand les familles trouvent en moi quelqu'un qui peut faire écho aux problèmes qu'elles soulèvent, c'est encore un deuxième pas. Et ce qui me tracasse le plus aujourd'hui, c'est que ces familles font beaucoup d'efforts, mais elles deviennent de plus en plus pauvres. Cela me dérange. L'extrême pauvreté déshumanise l'homme. À l'homme d'y trouver remède et de reconnaître son frère. En rencontrant les familles confrontées à la violence de la misère, au Burkina Faso comme en Haïti,
nous avons pris la mesure d'avoir eu la chance d'être libres de nos choix. Aujourd'hui, nous comprenons que notre liberté s'engage en réponse aux aspirations d'Angélique, de Seamus, d'Alex et de tant d'autres de par le monde. Assez, c'est assez. Il nous faut être ensemble pour dire stop. Ces personnes nous ont aidés à apprendre que la recherche de notre propre humanité n'est pas une affaire personnelle, mais collective. Notre humanité a un même socle, une même dignité. Et ici aussi à l'ONU, il nous reste à apprendre comment créer ces chemins pour que chacun se sente d'une communauté humaine. Et s'il y a un lieu où nous pouvons l'apprendre, c'est bien auprès de ces familles. Et s'il y a un lieu où nous pouvons l'apprendre, c'est bien auprès de ces familles qui connaissent d'autant plus le sens et la valeur d'une telle appartenance qu'elle est constamment refusée. Aujourd'hui, dans notre monde où personne ne voit le bout du tunnel,
Et c'est ce que nous venons d'entendre. Et comme dans tous les pays, le Burkina Faso ministre du Développement. Je cite, « Le 17 octobre 2017 marque le 25e anniversaire de la commémoration de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, instituée par la résolution 47/196 du 22 décembre 1992 des Nations Unies, société surtout les personnes les plus défavorisées. L'élimination de la pauvreté constitue l'un des défis majeurs de l'agenda porté par les ODD, tout comme elle l'était pour les OMD. Le premier ODD, à savoir éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde, est d'ailleurs dédié à cette problématique. Au Burkina Faso, plus de 4 personnes sur 10 vivent toujours en dessous du seuil de pauvreté. Et cette pauvreté reste caractérisée par de fortes disparités inter- et intra-régionales. Fort de ce constat et en application de son engagement, l'engagement de son Excellence Monsieur le Président du Faso, à lutter contre la pauvreté et réduire les disparités inter- et intra-régionales, le gouvernement du Burkina Faso a adopté le Plan national de développement économique et social dont la mise en œuvre permettra la baisse de l'incidence de la pauvreté pour qu'elle soit inférieure à 35% à l'horizon de 2020. C'est dire qu'aujourd'hui, elle est au-delà de 35%, ce qui, elle est à plus de 40%. À cet effet, un certain nombre de résultats clés seront atteints, par exemple, un doublement de la part de la valeur ajoutée de l'industrie manufacturière, la réalisation d'un taux de croissance économique annuel moyen de 7,7% et la création d'au moins 50 000 emplois par an, etc., etc., etc. Tout ceci pour permettre de lutter contre la pauvreté. Par ailleurs, le programme d'appui au développement des économies locales, PADEL, lancé en novembre 2016 à Dori, se positionne comme un des programmes majeurs de la lutte contre les inégalités et l'exclusion induisant l'amélioration du bien-être social. La mise en œuvre du PADEL, qui couvrira toutes les 13 régions du Burkina Faso sur la période 2017-2020, permettra de bâtir des économies locales dynamiques, prospères et inclusives au Burkina Faso. Donc, je réitère, c'est la ministre qui parle, la gratitude du gouvernement à l'endroit des partenaires dont l'action participe considérablement à la promotion d'un développement humain durable. Je rends également hommage à tous ces acteurs, des anonymes aux plus connus, qui œuvrent à travers les nombreuses interventions à offrir de meilleures conditions de vie aux personnes démunies. Cette journée internationale de l'élimination de la pauvreté est pour tous l'occasion de réaffirmer notre détermination à combattre et à éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes. Nos rêves ne pourront changer la face du monde que si et seulement si ils sont accompagnés d'actions. Pour une élimination de la pauvreté, engageons-nous. Fin de citation, je vous remercie. Thank you, Ambassador Tiai. Again, we appreciate the continued support from Burkina Faso for the International Day for the Eradication of Poverty. I will now turn the floor over to His Excellency, Mr. François Delattre, Ambassador and Permanent Representative of France to the United Nations. Mr. Ambassador. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, je vais parler français comme ambassadeur de France, comme Angélique et comme beaucoup d'autres. On sent tous que cette réunion, cette rencontre plutôt, n'est pas une rencontre comme les autres. Parce qu'elle touche à l'essentiel, parce que, comme l'a dit Eric, comme vous l'avez tous dit, avec vos témoignages aussi puissants qu'émouvants qu'entraînants, parce que le combat contre la pauvreté est la mère de toutes les batailles, celle qui nous réunit aujourd'hui.
Parce que ce combat contre la pauvreté, il est au cœur en effet de l'action des Nations Unies, tel que vient de le rappeler Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Parce que les armes de ce combat que vous venez de rappeler, qui s'appellent le respect de soi et des autres, qui s'appellent la dignité, ces armes sont au cœur de ce que vous faites et doivent être au cœur aussi de ce que l'on fait, nous, ici, aux Nations Unies. C'est l'une des leçons que vous m'avez apprises, vous, les représentants, les équipes d'ATD Quart Monde. Alors, et parce qu'aussi, je voulais dire, ce combat contre la pauvreté, ça aussi, vous me l'avez appris, et je crois que c'est une leçon pour nous tous ici, il est inséparable du combat pour la paix. Les deux participent d'un même élan, d'une même générosité. Alors, pour tout cela, voilà, je suis très heureux avec Ayed Zegar, avec mon équipe, d'être ici. Et je dois dire, c'est une grande fierté pour moi comme membre des équipes des Nations Unies de vous accueillir, parce que vous faites honneur à l'ONU, qui porte nos idéaux les plus élevés. Et c'est une grande fierté pour moi, comme représentant de la France, de vous accueillir. Vous me permettez d'apporter cette petite touche française. Et tout le monde ici connaît la grande modestie de la France, qui est bien connue de par le monde. Et aujourd'hui, vous nous rendez tous très fiers, français et pas français. Donc un grand merci pour être ici. L'une des raisons aussi pour lesquelles cette rencontre n'est pas une rencontre comme les autres, c'est qu'elle rassemble des gens qui, pour beaucoup d'entre vous, sont ici à l'ONU pour la première fois ou pour l'une des premières fois, et des personnes comme vous, représentants d'ATD Quart Monde, qui sont pour nous tous, pour moi certainement, une source d'inspiration et d'admiration très profonde. Et ce que j'espère, c'est qu'après notre rencontre, le message que vous avez passé, comme Napoléon Pondarcol, avec une force communicative, eh bien ce message soit comme un viatique qui reste dans la tête et dans le cœur de tous ceux, toutes celles et ceux qui travaillent aux Nations Unies. Donc dignité, courage, respect, ce sont les mots qui vous caractérisent, qui caractérisent ATD Quart Monde, votre expérience personnelle de la pauvreté et de soutien aux personnes connaissant la pauvreté nous éclaire dans les deux sens du terme. Leur sérénité, votre sérénité, la profonde conviction que vous portez que la misère est une atteinte aux droits de l'homme sont contagieuses et sont au cœur de ce que nous devons faire ici aux Nations Unies. Je suis particulièrement marqué par la paix, la sérénité, si c'est le bon terme, et la force de votre message. Je vous ai rencontré à diverses reprises au cours de la période récente. Et c'est, je crois, Susanna qui rappelait au cours des derniers jours que la paix n'était pas le contraire de la guerre. La paix, c'est le contraire de la violence, de toutes les violences. Et parmi ces violences, la misère et la pauvreté tiennent leur part. Combattre la violence, combattre ces violences, dont la pauvreté, c'est donc faire œuvre de paix. Et dans une enceinte comme celle des Nations Unies, ces mots nous parlent, en tout cas me parlent, et je crois à beaucoup d'entre vous, et nous devons les entendre, nous devons vous entendre. Et c'est justement pour les entendre, pour vous entendre, que chaque année, en ce 17 octobre, nous nous réunissons ici, aux Nations Unies, comme de nombreuses autres personnes partout dans le monde, pour affirmer notre combat contre la misère, pour affirmer la reconnaissance de la dignité et des droits de toutes les personnes qu'elle touche. Cette année, le 17 octobre prend une dimension particulière. Nous célébrons en effet plusieurs anniversaires. Le centenaire de la naissance du père Joseph Wresinski, le fondateur d'ATD Quart Monde, le 60e anniversaire de ce mouvement international que vous portez, le 30e anniversaire de l'appel de Joseph Wresinski en 1987 à reconnaître la dignité et les droits fondamentaux des victimes de la misère. Et enfin, cela fait 25 ans que les Nations Unies ont fait de ce 17 octobre la journée internationale de l'élimination de la pauvreté. La France a sa part dans cette histoire, c'est vrai, et c'est un honneur pour moi et pour nous tous ici d'y prendre une modeste part. La lutte contre la pauvreté et l'exclusion est plus que jamais une priorité majeure de nos politiques, à la fois au sens général et au sens de tous les pays que nous représentons, mais aussi un effort, une exigence de solidarité et la recherche de la plus grande cohésion sociale.
Après plusieurs années de mise en œuvre d'un plan ambitieux de lutte contre la pauvreté dans toutes ses dimensions, le gouvernement français vient ainsi de proposer des orientations complémentaires pour lutter contre l'exclusion des enfants et des jeunes générations, qui, si je vous ai bien écouté, est au cœur aussi de ce combat. L'une des ambitions est de rompre, de casser cette spirale de la pauvreté qui passe trop souvent d'une génération à l'autre. Nous refusons, encore une fois grâce à vous, cette fatalité, cet héritage, si j'ose dire, de la misère et de la pauvreté. Le mot-clé ici, je crois, c'est de construire et de construire ensemble, main dans la main, des mondes plus fraternels, plus solidaires, autour des familles, autour des lieux de vie, autour des communautés. Et à cet effet, la culture et l'éducation pour tous sont une voie incontournable de lutte contre la misère. Le président Macron l'a rappelé avec force, ici même, lors de sa venue à l'Assemblée générale de l'ONU. La protection des plus vulnérables contre les grands fléaux, qu'ils soient sociaux, sanitaires, environnementaux, est aussi cruciale. Et après l'accord de Paris, le pacte pour l'environnement, qui est l'un de nos combats ici à l'ONU, pacte mondial pour l'environnement, que Achim Steiner connaît mieux que personne, est aussi de nature à y contribuer. La lutte contre la misère et la pauvreté, c'est aussi éviter que des personnes n'y tombent après des catastrophes naturelles, après des conflits ou des guerres, qui font partie aussi de notre combat quotidien à l'ONU. Et ce combat-là suppose que l'on puisse articuler de manière cohérente la lutte pour la paix, pour la sécurité, le maintien de la paix bien sûr, les politiques de développement, l'aide humanitaire, en ne laissant personne derrière, en ne laissant personne de côté. Et c'est ça le mot-clé en réalité, que vous m'avez là aussi appris. Toute personne qui est laissée de côté serait non seulement une tâche sur ce que l'on essaye de faire, non seulement un aveu d'impuissance, mais le signe que nous ne pourrons jamais trouver la bonne méthode de partenariat avec tous ceux qui luttent contre la pauvreté et qui en font, comme c'est votre cas, le combat de leur vie. Et plus profondément, ceux qui ont connu l'extrême pauvreté sont des artisans de paix, des partenaires pour la paix et doivent être reconnus comme tels. S'il y a un appel que je voudrais lancer aujourd'hui, je crois que c'est celui-là, avec vous. C'est aussi une leçon d'Athénée Carmonde et bien sûr d'autres militants auprès des plus vulnérables. C'est en aidant celles et ceux qui sont les plus fragiles, mais aussi en les écoutant et en faisant de vrais partenaires que l'on peut et que l'on pourra construire la paix pour tous. Alors encore une fois, à chacune et chacun des équipes, volontaires, activistes, si c'est le bon terme, d'Athénée Carmonde, sachez que ça n'est pas une réunion, une rencontre comme les autres aujourd'hui, que nous repartons tous, et moi le premier, ému mais aussi plus fort, et que cette rencontre nous marquera, je pense, à jamais. Merci. Thank you so much, Ambassador Delattre. We are grateful for your words and your support. We greatly appreciate the association between human rights and the eradication of poverty at the service of dignity and mutual respect. Thank you. I am thrilled to introduce to you Mr. Donald Lee as the President of the International Committee for October 17th. Mr. Lee will share with us the message from the committee. Excellencies, friends, 30 years ago, Father Joseph Rosinski launched his historic call to action against extreme poverty with his declaration that wherever men and women are condemned to live in extreme poverty, human rights are violated. This powerful message was groundbreaking because it asserted for the first time that poverty is not only about adequate income or meeting basic needs, but more importantly, it's also about being able to live a life in dignity and to enjoy basic human rights and freedoms. Joseph Rosinski believed and demonstrated through his work with poor communities that the way to break the vicious cycle of extreme poverty was to support people in their fight for their human rights,
Today, the influence of his vision is self-evident in the implementation of the rights-based approach to poverty eradication and development that is a central plank of the United Nations Development Strategy. Every year since 1987, people from all walks of life around the world have come together on October 17 to observe the World Day for Overcoming Extreme Poverty. And this is an occasion to renew the commitment to answer the call to action and to pledge their solidarity with all people who strive to eradicate extreme poverty. This people-driven observance of a universal day for the eradication of poverty was recognized at the highest level when in 1992, the United Nations declared October 17th as the International Day for the Eradication of Poverty. Since then, the joint observance of the International Day for the Eradication of Poverty and the World Day for Overcoming Poverty has enabled people living in extreme poverty to break the silence of poverty and to act in solidarity with those who aspire to be their partners. The theme answering the call of October 17th to end poverty, a path towards peaceful and inclusive societies, reminds us that peace is the universal goal of all people, especially for people living in extreme poverty, who are forced to suffer the pain of exclusion, discrimination, injustice, and violence. It also reminds us that only a world free of poverty will provide the sustainable foundation for building peaceful and inclusive societies. It further reminds us of the importance of the values of dignity, solidarity, and voice, underscored in the call to action in the struggle to end poverty everywhere. These important values are embedded in the United Nations Agenda 2030, which recognizes the importance of mobilizing all stakeholders in the fight against poverty and promoting the full and active participation of people living in extreme poverty. However, we must ensure that world leaders live up to their commitments to end poverty in all its forms and to build peaceful societies. So today, I invite you to join us as we renew our commitment to answer the call to action and to stand in solidarity with all people around the world who strive to eradicate poverty. Today, we renew our pledge that no one will be left behind. Thank you. Thank you, Mr. Lee, and the International Committee for October 17th for imparting the wisdom and constant reminder on the roots of our work. To close the first part of the program, we will receive guiding words from Ms. Isabelle Pipat-Behram. Quel sens a la vie si près de nous, d'autres meurent dans l'indifférence? Quel sens a la vie si des enfants s'interdisent de rêver jusqu'à dire « je ne rêve pas, ça ne sert à rien, je sais que ça n'arrivera pas ». Quel sens a la vie quand des mères en sont à se demander « si je laisse aux services sociaux l'enfant que je porte, comme ils le veulent, est-ce qu'on me laissera faire le bonheur de celui qui a l'âge d'aller à l'école, ou est-ce qu'ils me le prendront aussi ?» Quel sens a la vie quand des jeunes sont mis à l'écart de nos programmes sociaux et éducatifs parce qu'ils font peur, que plus personne n'attend rien de bon d'eux, ni de leur famille? Quel sens a la vie quand ceux qui luttent pour la justice parlent au nom des pauvres sans les rencontrer? Et quel sens avait la vie pour Joseph Wresinski, cet enfant de la misère qui est devenu homme, nous a rassemblés le 17 octobre, il y a juste 30 ans, témoignant pour ces millions d'enfants, de femmes et de pères qui sont morts de misère et de faim, pour ces pauvres de tous les temps et encore d'aujourd'hui, fuyant de lieu en lieu, méprisés et honnis, pour ces millions de jeunes qui, sans raison de croire ni d'exister,
cherchent en vain un avenir en ce monde insensé. Dans quelle direction nous a-t-il entraînés à agir pour que le monde retrouve son sens? Ce monde où la recherche effrénée de sécurité de ceux qui ont renforce l'insécurité de ceux qui manquent de tout. Sur ces pas, des femmes, des hommes, des jeunes et des enfants de partout dans le monde, comme nous aujourd'hui, ont refusé la culpabilité, la fatalité de la misère et le gâchis de leurs intelligences. Ils osent provoquer des rencontres avec celles et ceux qui ne sont pas de leur monde, qui ne fréquentent pas les mêmes écoles, qui n'ont pas reçu la même éducation. Des rencontres avec le cœur, les mains et les intelligences. Des rencontres réputées jusque-là impossibles. Dans les quartiers où on a peur, comme dans les tours d'ivoire et les lieux surprotégés. Entre ceux qui crèvent d'inutilité et ceux qui ont toujours trop de travail. Entre les plus humbles et les plus haut placés de ce monde. Des rencontres pour défendre les droits de ceux qui n'ont nulle part où aller, si ce n'est dans les lieux où personne ne voudrait avoir à élever ses enfants. Ensemble, en suscitant ces rencontres inespérées, ils découvrent la fierté de pouvoir se reconnaître d'une même humanité, capable de changements insoupçonnés, porteurs d'espérance pour un monde libéré de la misère. Et ils répondent ainsi à l'interpellation du père Joseph Wrezinski au soir du rassemblement des défenseurs des droits de l'homme le 17 octobre 1987. Et vous, serez-vous des initiateurs de cette route neuve où la justice l'emportera sur le profit, l'exploitation, la paix sur la guerre, où la justice et l'amour sont enfin réconciliés? Oui, à nous tous de continuer à oser ces rencontres le 17 octobre et tous les jours. Thank you, Ms. Pipa Perrin. Your message of consistency, tenacity, and faith are just 3 words that capture the spirit of the movement. Thank you. I'd like for us to pause for a moment as we take in the images and words we shared today. We shall now move into the second part of our program. It will be held in the United Nations Garden. Throughout, we have volunteers carrying lanterns. Please see yourselves downstairs exit to my left, your right, as we will begin in 15 minutes in the United Nations Garden. Thank you.